Bonsoir à tous. Municipal 2014, le grand débat TV Sud Midi Libre comme chaque vendredi. Cette fois, nous sommes à Montpellier avec sur ce plateau 7 têtes de liste sur les 9 listes déposées dans la capitale régionale pour le premier tour de cette élection municipale. Une émission en partenariat avec Midi Libre. Et pour le quotidien régional, c'est Gilles Lefebvre qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour Gilles. Bonjour. Un mot de Montpellier, 258 000 habitants, un peu plus de 419 000 dans l'agglomération, des chiffres de 2012. Le maire sortant socialiste Hélène Mandroux ne se représente pas pour cette municipale. Voici nos invités. On commence par vous. Franck Jamet, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Tête de liste Montpellier fait front, liste Front National. Vous êtes aussi conseillère régionale de Languedoc-Roussillon et présidente du groupe FN à la région. En face de vous, Thomas Balanguien, bonsoir. Bonsoir. Tête de liste Montpellier, social, écologiste et solidaire. Vous faites partie du NPA, nouveau parti anticapitaliste. Et puis Jacques Domergue, bonsoir. Bonsoir. Tête de liste ici, c'est Montpellier, liste UMP Modem, avec aussi des représentants, des membres de l'UDI. Vous êtes par ailleurs conseiller municipal d'opposition, président du groupe UMP à la mairie de Montpellier. Et puis Muriel Resfiguier, bonsoir. Bonsoir. Tête de liste La Gauche, la vraie pour Montpellier, liste du Front de Gauche. Joseph Francis, bonsoir. Bonsoir. Tête de liste UDI Écologie Citoyenne. Vous êtes aussi le président UDI de l'Hérault. Et puis Jean-Pierre Moore, bonsoir. Bonsoir. Tête de liste Montpellier avec Jean-Pierre Moore, liste PS, Europe Écologie Les Verts, PRG avec des membres du Parti communiste. Vous êtes aussi maire de Cournon-Sec, conseiller général et président de Montpellier Agglomération. Enfin, Philippe Sorel, bonsoir. Bonsoir. Tête de liste d'Hiver Gauche, Montpellier, c'est vous. Vous êtes aussi, Montpellier, c'est vous, c'est le nom de la liste, adjoint au maire de Montpellier et conseiller général. Voilà pour nos invités. Il y a deux autres listes pour la ville de Montpellier, celle de Lutte ouvrière menée par Maurice Schein et celle du Parti ouvrier indépendant menée par Annie Salcé. Deux informations importantes avant de démarrer ce débat. D'abord, nous respecterons l'équité des temps de parole conformément aux recommandations du CSA. Autre précision, nous avons tiré au sort l'ordre de passage pour la première prise de parole et pour la conclusion de ce débat. Chaque candidat pourra en effet conclure en s'adressant directement à ses électeurs. Nous avions appelé les Montpelliérains par l'intermédiaire de Midi Libre à poser leurs questions directement. Nous en avons sélectionné et elles alimenteront nos propres questions. Nous allons parler de Montpellier de demain, son développement urbain dans la perspective de la future métropole avec les problématiques d'urbanisme, de circulation, de transport, d'environnement, de sécurité. On commence justement avec la vision de ce Montpellier du futur, liant architecture moderne et patrimoine historique. Une inquiétude de Jean-Pierre, justement, un habitant de la ville qui nous écrit comment garantir cette unité architecturale avec l'émergence des nouveaux quartiers et puis comment gérer ce développement urbain de manière générale vers la mer ou pas et avec quelles limites. Une question très large que nous allons resserrer évidemment sur des sous-thématiques, mais déjà cette première question, Jacques Domergue. Bonsoir à tous. Le Montpellier urbain est développé aujourd'hui vers la mer. Et ce développement vers la mer, il est un peu frénétique, je dirais, et probablement excessif parce que la ville se trouve aujourd'hui considérablement déséquilibrée. Vous savez, moi je travaille dans les quartiers nord de Montpellier. Et aujourd'hui, les quartiers nord de Montpellier sont les quartiers complètement laissés à l'abandon parce qu'ils sont inaccessibles. Et il est donc indispensable de rééquilibrer un petit peu la ville. En matière d'urbanisme, je ne suis pas opposé à ce qu'il y ait des réalisations fastueuses, si j'ose dire, ou de prestige. Mais il faut penser avant tout aux Montpelliérains. Il faut penser à les loger et à les loger tous. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un panel de possibilités et de présentation d'appartements, j'étais ce matin encore dans les rues de Montpellier, qui puissent satisfaire tout le monde. Aujourd'hui, le logement social est en proie à de grandes difficultés parce qu'il n'y a pas de transparence. Le logement dit standard est excessivement cher et l'accession à la propriété n'est pas suffisante. Donc il faut à la fois continuer à développer la ville, mais surtout retravailler sur la ville qui, aujourd'hui, la ville ancienne, si j'ose dire, les faubourgs, qu'il faut réhabiliter. On va en reparler. Et cette réhabilitation des faubourgs sera un bon point pour Montpellier parce qu'elle donnera du travail à nos entreprises. Philippe Sorel, cette question du développement urbain. Oui, c'est une question qui hante un petit peu tous les esprits et qui occupe beaucoup de conversations de nos concitoyens. La ville s'est développée depuis une trentaine d'années sur cette idée Montpellier la mer. Et c'est cette
acception, ce concept qui est devenu le véritable porteur du projet urbain de Montpellier. Mais moi, je constate, c'est un peu un droit d'inventaire que je me permets de faire, que le port fluvial sur le Lez est abandonné et il donnait accès à la mer. Je constate que la ligne de tramway s'arrête à Pérols et ne rejoint pas la mer. Je constate aussi que l'aéroport et les plages du Petit et Grand Travers ne sont pas desservis. Alors, Montpellier-la-Mer, c'est un joli rêve, c'est une chimère qui pourrait être très intéressante pour la ville, mais qui va nous demander dans les années à venir beaucoup de travail encore. Joseph Francis. Tout le monde constate que nous avons raté l'urbanisation de Montpellier par la sectorisation. 70% des commerces sont dans le sud, le logement collectif dans l'ouest, hôpitaux facultés dans le nord et les entreprises dans le sud-est. Il faut repenser cette urbanisation par des quartiers équilibrés où on peut trouver le bien-être et le bien-vivre. Parce que Montpellier aujourd'hui est asphyxié, Montpellier est congestionné. Il faut recalmer tout cela. Il faut arrêter la frénésie de l'urbanisation vers la mer. Tout le monde le dit, mais il faut le faire. Mais il faut un projet alternatif, c'est-à-dire qu'il faut repenser Montpellier autrement, de façon à pouvoir libérer le foncier non agricole pour qu'on puisse construire et qu'on cesse de développer sur le foncier agricole et qu'on puisse trouver cette périphérie maraîchère autour de Montpellier pour que nous puissions faire du bio dont on a tant besoin. Thomas Balanguien. D'abord, un constat, pour nous, Montpellier, c'est urbanisation unlimited, chômage unlimited, impôts locaux unlimited, précarité unlimited. Et en fait, à l'heure actuelle, l'urbanisme de la ville de Montpellier, c'est essayer de construire une marque, essayer de construire une entreprise, une ville-entreprise, et donc la mise en concurrence des territoires. Et ça, il faut stopper ça. Ça aboutit à la situation qu'on connaît actuellement. Ce qu'il faut, c'est redonner la parole aux habitants, avoir une ville qui soit par ses habitants et pour ses habitants, et donc que ce soit aux habitants de décider du développement urbain de leur quartier. Jean-Pierre Moore, développement urbain. L'urbanisme, pour la ville en devenir, c'est deux équations qui se complètent. C'est tout d'abord l'urbanisme lié à l'économie, les grands projets qui structurent Montpellier, c'est pas terminé. Mais c'est aussi un urbanisme de proximité, avec le fait effectivement de restructurer dans les quartiers cette cohésion sociale entre la ville dans son ensemble, calée sur une colonne vertébrale d'infrastructures adaptées aux besoins de la population et de l'économie du territoire, avec une qualité, un apaisement dans la proximité entre le cœur de la ville, les faubourgs importants dans la liaison, mais également la place de chacun à travers l'aspect individuel, le positionnement qu'ont les habitants à travers la forme urbaine de leur cité, mais également les éléments médians que représente le parc, la place, qui donnent de l'apaisement dans une cité qui se donne les moyens aussi d'aller vers l'avenir. Franck Jamet, sur le développement urbain, je vous ai vu réagir à différentes interventions. Bon, on peut, évidemment, tout le monde est d'accord sur le constat, mais il y en a quand même quelques-uns autour de cette table qui faisaient partie de l'exécutif et qu'on contribue à faire ou ne pas faire. Moi, je note deux choses, je vais être très simple. Il y a l'existant, c'est-à-dire les quartiers, on va dire, plus ou moins anciens, je pense, où il faudrait véritablement rénover certains quartiers et certains immeubles, notamment les HLM. Et il y a aussi le neuf, qu'il faudrait, je crois, à un moment ou à un autre aboutir, parce qu'ici, rien n'est terminé, rien n'est fini. Et je pense qu'il faudrait aussi en finir avec cette espèce d'appétit vorace et féroce qui pousse tous les maires qui se sont succédés à absorber un maximum de population. Je crois qu'il faut partager les richesses, il faut partager le territoire, et je crois qu'il doit s'équilibrer. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait, par exemple, dans le cas de l'agglomération, ou même au niveau du département, négocier pour pouvoir, avec l'UNEL, SET ou d'autres communes, pouvoir penser l'aménagement et en tout cas l'accueil des populations autrement que de tout s'accaparer. Et tout cela, effectivement, repose, mais je crois, on l'abordera tout à l'heure, dans une irrigation qui passe par le transport en commun et circulation, mais là je crois que c'est aussi un vaste sujet. Ça sera effectivement la suite, puisque le développement urbain, on parle évidemment de circulation, de transport. Muriel Resiguier, sur ce Montpellier de demain et ce développement de Montpellier, de son agglomération et de sa future métropole. Alors je crois qu'il faut un petit peu revoir la manière dont Montpellier s'est urbanisé. Les politiques qui ont eu la responsabilité de l'urbanisme sur Montpellier
ont abandonné une partie des Montpelliérains. Donc il faut revenir à une ville plus sereine, plus écologique. Il faut rompre avec cette ville à 2 vitesses. On a d'un côté des espèces de folie. On parle de la folie du Lez à 4 900 € le mètre carré. Et de l'autre côté, des quartiers qui sont laissés à l'abandon, la rénovation du Petit Bar qui traîne en longueur. Donc nous, notre projet, c'est le doublement de la création des logements sociaux, c'est repenser un peu l'écologie, arrêter la bétonisation et faire en sorte que les Montpelliérains aient leur mot à dire et mener une politique sereine et qui n'oublie personne. Gilles Lefebvre, une question annexe, complémentaire en tout cas. Oui, une analyse. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas imaginer qu'on ne parle pas de développement urbain, parce que vous voulez tous parler de développement urbain, mais est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas dire on arrête tout, on ne développe plus la ville, elle se suffit à elle-même, on a vu, et on reste avec ce qu'on a, on développe, on modifie, on intensifie, on fait ce qu'on veut, mais est-ce qu'on ne peut pas dire à un moment donné, on arrête, on ne va pas plus vers la mer que vers le nord, vers le sud, où on a suffisamment, mais on travaille avec ce qu'on a. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager ou pas? Monsieur Lefebvre, je crois que c'est ce que je viens d'exposer. Il y a l'existant, il y a le neuf qu'il faut aboutir et l'ancien qu'il faut rénover, j'ai rien dit d'autre, et puis le surplus doit être étalé sur le territoire. Francis n'est pas d'accord. Moi je pense quand même qu'il faut savoir que 40% de l'emploi aujourd'hui est basé sur le développement. On ne peut pas arrêter le développement. Moi, je souhaite quand même qu'on soit clair là-dessus. Tous ceux qui ont des idées chimériques de dire on arrête, c'est 40% de chômeurs aujourd'hui de plus. Il ne faut pas l'ignorer. Par contre, je suis tout à fait d'accord qu'il faut s'occuper de ce qui a été fait, qui a été mal fait. Et je crois que nous avons un adjoint à l'urbanisme qui va pouvoir nous expliquer pourquoi ça a été mal fait, pourquoi les respects des HQE n'ont pas été faits. J'ai visité récemment un nouvel immeuble qui a été fait, qui est dans un état catastrophique. Bon, on laisse répondre Philippe Sorel, puisqu'il est mis en cause après Jacques Domergue. Non, il n'est pas mis en cause, il le sait, il peut répondre. Non, je ne me sens pas concerné par cet immeuble récent, mais c'est pas grave, j'assume les propos de M. Francis, mais moi je ne suis pas venu ici pour répondre aux uns et aux autres, je suis venu pour expliquer la politique que nous voulons mener si les électeurs nous portent à la tête de Montpellier. Parce que je veux bien qu'on se jette à la tête des idées de HQE et autres, mais ça ne fait pas avancer le débat. Moi, M. Lefebvre, je voudrais répondre à votre question très précisément. Et je vous dis, dans la question que vous posez, je possède une partie de la réponse. Bien sûr qu'il faut étaler un peu dans le temps les grands équipements. Parce qu'aujourd'hui, il faut réparer la ville et soigner la vie quotidienne des Montpelliérains. Et je suis pour un phasage beaucoup plus long dans le temps des grands équipements pour récupérer beaucoup de recettes et d'investissements à l'intérieur même de la ville, c'est-à-dire mettre un peu en sourdine l'urbanisme pour développer ce qu'on appelle l'urbanité, c'est-à-dire le vivre ensemble. Jacques Domergue. Oui, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe d'une urbanisation subie à une urbanisation organisée. C'est très important. Il n'y a pas d'agence d'urbanisme à Montpellier. Il est grand temps de la créer parce qu'on a l'impression que la ville est construite sous forme d'un patchwork. On fait des quartiers qui n'ont aucune communication entre eux, qui n'ont pas de vie de quartier. Vous savez, dans les nouveaux quartiers qui sont à 5-6 000 € le mètre carré, il n'y a pas de vie de quartier parce que ces quartiers n'ont pas été organisés. Et donc, il faut qu'on ait un modèle de quartier qui permette de redonner de la vie dans les quartiers parce que ces nouveaux quartiers, les gens s'en plaignent. Ils arrivent de partout de France pour venir à Montpellier. Et cette démographie positive, qui est un élément favorable pour Montpellier parce que ça fait tourner la vie sur la ville et l'activité économique, il ne faut pas qu'elle soit subie, il faut qu'elle soit organisée. Thomas Balanguien, sur cette question-là. Alors oui, il faut arrêter de construire des nouveaux quartiers, il faut d'abord réhabiliter les anciens dans plusieurs soucis. Par exemple, se lancer dans des programmes de rénovation urbaine pour favoriser l'isolation thermique dans un souci à la fois social et écologiste. Social parce qu'on sait que la précarité énergétique... Ça a commencé un peu, hein. Il y a eu des projets de rénovation urbaine. Oui, mais les projets de rénovation urbaine, on les voit bien. Moi, j'habite le Plan Cabane, le Coureau, je vois bien comment ça se passe. On met les pauvres dehors et on installe des populations plus riches. C'est ça la rénovation urbaine à l'heure actuelle. Il faut penser la rénovation urbaine pour les habitants qui sont en place et qui habitent. Après, il faut arrêter avec cette idée que c'est en attirant et en grossissant qu'on crée de l'emploi. C'est faux. C'est la déclinaison exactement locale des politiques de l'offre qui sont à l'heure actuelle menées dans la continuité du gouvernement Sarkozy par le gouvernement actuel. C'est pas en faisant des cadeaux au patronat qu'on crée
Oui, de PS. C'est pas en faisant des cadeaux au patronat qu'on crée les emplois. Les entreprises ne créent pas d'emplois. Et d'ailleurs, à ce propos, il faudrait, en parlant du PS, je pense qu'il devrait commencer à arrêter de s'appeler socialiste. Parce qu'on sait, quand on connaît tous les militants qui sont morts sous le drapeau du socialisme, ça fait un peu mal au cœur. Jean-Pierre Moreau. Alors écoutez, on entend beaucoup de choses, des propositions, des mots, des constats. Moi, je relève qu'ici, autour de ce plateau, il y a 2 représentants de l'actuelle municipalité. Un a été en charge de l'urbanisme. Ne nous faites pas le coup du sortant. Lui a été. Le sortant, c'est vous êtes adoubé par Madame Mandot. Alors arrêtez de nous dire ça. Restez calme, ça suffit. Ça suffit. On est sur la. Je ne suis comptable de rien dans cette histoire. Si, mais vous êtes. Non, je ne suis comptable de rien. J'attends les propositions que vous auriez pu faire et que vous n'avez pas fait. Je pense que par rapport à ce que vous évoquez, il y a 2 points fondamentaux. On n'arrête pas la mer avec des pâtés de sable. La population, si elle vient à Montpellier, sur un taux de progression de 1% par an, il a été de 2 à 2,5. Aujourd'hui, c'est 1%. C'est le double également de la progression par rapport aux grandes villes françaises, hormis Toulouse, qui est à peu près à égalité à Montpellier. Ça veut dire qu'on se doit de créer les conditions pour accueillir, dans les meilleures conditions possibles, cette population. Et la meilleure façon d'accueillir cette population, ça se situe à 2 niveaux. D'une part, c'est de ne pas arrêter les investissements, parce que si on arrête les investissements, je prends le cas d'un exemple récent que j'ai eu dans la presse, arrêter la ligne 5, c'est une ineptie, puisqu'il y a déjà 30 millions d'euros qui ont été engagés. Ça veut dire qu'on crée les conditions 320 millions d'euros. Stopper l'évolution de la ville. 1 milliard de dettes, monsieur Moore. 1 milliard de dettes. Plus que Cournon-Sec. On parle de Montpellier, on parle pas de stopper l'évolution de l'investissement. Non mais laissez s'exprimer, ça vous gêne ce qu'on vous dit, mais c'est une réalité. Il faut savoir d'où vient l'exemple. Aménager l'exemple, il est excellent l'exemple, vous voyez. Jean-Pierre Moreau va terminer son propos. L'aménagement urbain, ça signifie accueillir la population, donc réaliser les investissements nécessaires pour ce faire. Et ensuite, c'est un travail de qualité, de proximité par rapport à la population, et notamment la jeunesse montpelliéraine. Vous avez des quartiers dans lesquels des appartements sont occupés par les parents, les grands-parents, la famille. Donc il est important de trouver le sens de l'aménagement, c'est la requalification, c'est la reconstruction, mais derrière, on y met aussi l'économie de l'artisanat de proximité qui fait que cette ville, elle est en capacité, en potentiel de développement, mais ça doit se faire de manière harmonieuse. Moi, je pense qu'il faut, il est grand temps même de revenir à une politique un peu plus centrée sur les besoins et les aspirations des Montpelliérains et pas sur des politiques de prestige ou des batailles d'ego. Je crois qu'il faut remettre le même niveau d'équipement et de qualité de vie dans tous les quartiers parce que c'est ce que les gens subissent au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire mettre les transports en commun partout, au niveau du maillage du territoire, au niveau de la qualité de service, des bus qui doit être augmenté, qui doit être égal au tram. Ça veut dire baisser la place de la voiture dans la ville, ça veut dire augmenter les modes de transport doux, les pistes cyclables, ça veut dire remettre les services publics dans tous les quartiers, remettre des commerces dans tous les quartiers. Et on parlait d'emploi, il faut se poser la question, est-ce qu'on fait toujours des pieds et des mains pour appeler les grandes entreprises comme Sanofi qui, une fois qu'elles ont fait leur beurre, s'en vont, ou est-ce qu'on fait ce qu'on propose nous, c'est-à-dire revenir au circuit court, à l'économie sociale et solidaire, favoriser les artisans, les PME, doubler la création des logements sociaux, c'est 4000 emplois créés dans le bâtiment. On aura peut-être l'occasion de reparler des mesures d'emploi. Et je crois qu'il est temps de repartir un petit peu sur les aspirations et les besoins de la population de cette ville. Joseph Francis, c'est Je voudrais quand même dire que tout à l'heure, il a été dit quelque chose sur la rénovation urbaine. Montpellier a bénéficié du plan Borloo, 40 milliards. Malheureusement, le gouvernement actuel ne l'a pas poursuivi. Et malheureusement, Montpellier n'avait pas dégagé les fonds nécessaires pour pouvoir le continuer. Mais il y a des quartiers de Montpellier qui ont bénéficié de cette rénovation urbaine du plan Borloo. Franck Jamais ? Non, mais concrètement, on peut dire Yaka, Faucon, etc. J'ai relevé plusieurs choses. On ne se doit pas forcément d'accueillir toutes les populations qui arrivent dans la mesure où on ne peut plus le faire. Je pense que ce qui manque cruellement en politique aujourd'hui, c'est la volonté et la détermination. Et je crois qu'à quelque niveau que ce soit, et par exemple celui-là, si on décide de maîtriser la population, de maîtriser l'urbanisation, ça n'est qu'une question de volonté. C'est une question aussi de bon sens, et je pense qu'il faudrait déjà passer par ces règles essentielles. Et un dernier point aussi qu'on oublie souvent, c'est que ça n'est pas le politique qui est au service de l'économie, c'est l'économie qui est au service de la politique. Donc c'est à nous d'avoir des grands objectifs, et c'est à nous de mettre tous les moyens, mais ça n'est pas nous à obéir, ou en tout cas à subir, en tout cas, quelles que soient les situations, qu'elles soient économiques ou démographiques. Gilles Lefebvre avait évoqué la limite de ce développement urbain. On n'a pas encore parlé de métropole, voilà. Mais on peut l'évoquer. Autre limite beaucoup plus grande, la métropole. Moi, je voudrais connaître un peu vos positions les uns et les autres par rapport à la mise en place d'une métropole, à savoir,
quel pourrait être le rôle de Montpellier dans cette métropole et les limites de cette métropole. Est-ce que vous y avez réfléchi les uns les autres? Dites-moi un petit peu. Jean-Pierre Moore, on va commencer. Mais la métropole, c'est une question fondamentale pour l'avenir de ce territoire. Montpellier, locomotive de l'agglomération actuelle, demain métropole, effectivement. La métropole, c'est ce qui va redonner un sens global aux politiques publiques d'intérêt général qui pourront être menées sur ce territoire. La métropole, elle se fera en fonction de la décision que prendront les communes. Elle peut se faire également avec un amendement complémentaire lié à l'acte 2, l'acte 3 de la décentralisation. Elle est déterminante, la métropole, pour ramener du service et de l'intérêt général aux populations. C'est en ce sens qu'elle est déterminante aussi pour bien positionner la place, le potentiel que représente Montpellier entre Marseille, Toulouse, Lyon et Barcelone. Et quelle grosseur de cette métropole? Pour l'instant, l'enjeu de la métropole par rapport à l'acte 3 de la décentralisation, c'est que la métropole se substitue au territoire de l'actuelle agglomération. Le bassin économique et social de Montpellier est plus important que ça, mais il y a une première donnée qui est importante. L'aéroport, par exemple, n'est pas dans le territoire direct d'attraction de Montpellier. Ça, c'est un point important. Écoutez, moi, je ne veux pas qu'on fasse de l'agglomération de Montpellier une métropole de 31 communes. Ça, c'est clair. La métropole Petit Bras, ça ne marchera pas. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit en capacité de ramener dans le giron de Montpellier les communes qui aujourd'hui en sont sorties pour des raisons politiques. Parce que l'intérêt, c'est la vie des citoyens. C'est la vie des gens, et des hommes et des femmes qui vivent à Saint-Gély-du-Fesque, à Saint-Clément, à Palavas, qui sont sortis pour des raisons politiques. Et là, la responsabilité, elle est partagée, M. Moore. Mais aujourd'hui, il faut que le futur maire de Montpellier, le futur président de l'agglo, soit en capacité de rassembler ces communes. Et pour cela, et je termine avec ça, qu'est-ce qu'il faut ? Un, que la fiscalité soit comparable. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si vous vivez à Montpellier, vous payez votre taxe d'habitation un tiers plus cher que si vous vivez dans ces communes-là. Il faut donc baisser la fiscalité. Deux, que les infrastructures soient à niveau, parce que si on a une ambition pour Montpellier, il faut qu'on soit une capitale du pourtour méditerranéen. Et enfin, il faut que ça se fasse sur la base de la volonté et non pas de l'obligation. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il faudra être en capacité de convaincre les différentes intercommunalités de venir dans le grand territoire montpelliérain. C'est ce que j'appelle le Grand Montpellier. Joseph Francis, puis Philippe Sorel, et on fera le tour de table après, évidemment. La métropole est inéluctable. On n'arrête pas le sens de l'histoire. Nous ne pourrons pas lutter contre les grandes métropoles européennes si on veut rester seul. C'est évident. Sauf qu'il faut qu'elles soient concertées et travailler autrement que ce qui nous a été imposé jusque-là. On ne peut pas faire les choses contre, comme à Montpellier, on fait souvent les choses contre les habitants des quartiers, on veut faire la métropole contre les autres communes. Eh bien, moi, je souhaite que ça soit concerté. Il y a quelques clauses dans les statuts aujourd'hui qui doivent être modifiées, mais la métropole est une nécessité absolue. Il ne faut pas qu'on rate par égoïsme cette transformation. Philippe Sorel ? Moi, je suis favorable à la création d'un pôle métropolitain qui réinstalle Montpellier dans son territoire naturel, du Pic Saint-Loup à la mer et de Lunel à Sète, avec un parfait respect des communes et des intercommunalités, celle de Thau, celle de l'étang de l'Or, celle du Grand Pic Saint-Loup. Parce que la métropole pose la question de l'urbanisme et des maires qui perdraient effectivement un pôle métropolitain, comme je le conçois, de gérer l'urbanisme. Respecte totalement l'ensemble des collectivités avec lesquelles il peut travailler en partenariat avec le département et la région. C'est une façon douce de voir le territoire, c'est une façon négociée, concertée, qui n'exclut pas et qui n'est pas autocratique. Thomas Balanguien ? Oui, je crois que vous avez soulevé le point essentiel, c'est-à-dire l'aspect démocratique. La métropole, c'est la logique libérale appliquée à la démocratie, c'est-à-dire qu'on défausse encore un peu plus les habitants du choix de leur ville et on délaie les responsabilités au niveau au-dessus et donc on éloigne encore plus les représentants des gens qui sont censés représenter et on a une perte en ligne de démocratie. C'est l'inquiétude de certains maires. Mais c'est la réalité, c'est ce qui va se passer. Et donc, nous, on est pour avoir un mouvement tout à fait inverse, c'est-à-dire réimplanter la démocratie directe dans les quartiers et donc mettre en place, par exemple à Montpellier, des assemblées de quartier qui soient vraiment décisionnaires avec un budget propre. Et l'objectif d'une municipalité telle que nous on la conçoit, c'est de mettre un peu d'être le chef d'orchestre de ces différentes assemblées décisionnaires, de mettre à disposition de ces assemblées tous les clés en main pour qu'elles puissent choisir de manière concertée et coordonnée, et que les élus en fait mettent en œuvre les décisions des habitants et pas l'inverse. Muriel Ressillier. Alors, je crois que c'est un piège et je crois que c'est dangereux. C'est un piège parce qu'on fait croire aux gens et notamment aux gens des grandes villes. Si vous demandez aux Montpelliérains, ils sont plutôt favorables à la métropole. Si vous demandez aux petites villes ou aux petits villages à côté, ils sont contre.
parce qu'ils ont bien compris que c'était la mise en concurrence des territoires et que c'était une logique où le plus gros va les avaler. Au-delà de ça, évidemment, il y a, pour moi, il y a clairement l'inégalité en France entre les territoires qui vont s'accentuer, une logique d'entreprise et de concurrence entre les villes, entre les territoires, entre les métropoles. Il y a aussi des économies d'échelle qui ont été soulevées par certains. Hein. Entre les citoyens, effectivement, l'éloignement encore plus de la prise de décision, de la compréhension du simple citoyen. Il ne faudra pas s'étonner après quand il y aura cette perte du lien social et ce désintérêt de la politique parce que les gens n'y comprennent plus rien et croient qu'ils n'ont plus de prise sur les choses. Ça va s'accentuer et je crois que c'est très dangereux pour la démocratie. Franck Jamet ? Oui, eh bien, moi je pense que la commune, et les Françaises et les Français le pensent globalement, et là finalement la dimension la plus pertinente, c'est une exception française, et ils y sont particulièrement attachés. Quand j'entends M. Sorel parler de ces projets d'urbanisation concertée, etc., je n'ai rien dit d'autre. Et je pense que ça peut parfaitement se faire dans un cadre démocratique et de concertation, comme vous le dites, et pas forcément de façon autocratique dans le cadre d'une métropole. Pour nous, c'est une strate supplémentaire qui va impliquer un coût supplémentaire dont nous ne sommes pas d'accord. Et je dirais une dernière chose, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est inévitable, on ne peut pas faire des gros bras tout le temps et simplement, chaque fois qu'il y a un problème qui se présente, être fataliste. Moi, je dis, c'est une question de volonté, de détermination. Jean-Pierre Moore ? Oui, il ne faut pas se tromper d'enjeu, on dit tout et son contraire. Là. Il y a l'importance de la ville. La ville, c'est la ville de la proximité, c'est la ville du bien vivre ensemble, c'est la ville de l'équation, la complémentarité entre tous ces quartiers, son cœur de ville. Mais cette même ville, c'est la capitale de la région. Cette ville est une locomotive, elle représente 40% du produit intérieur brut du département et 63% du produit intérieur brut du département. Ça veut dire tout simplement que cette ville, elle est en capacité de porter la réalité de demain. Et la question du territoire métropolitain, c'est une évidence. On sait très bien qu'on est dans un bassin économique et social qui va d'Alès jusqu'à Sète-Agde. Mais il n'est pas question de faire une métropole qui va d'Alès jusqu'à Agde. Par contre, il est important de donner à cette métropole les éléments de pertinence du développement économique, de l'affirmation des services. C'est le numérique demain, c'est le pôle mondial de l'eau, c'est le pôle mondial de l'agronomie, c'est la biotechnologie, c'est la santé, qui fait qu'on ne peut réunir les centres décisionnels que si on a l'efficacité à porter des enjeux locomotives de l'ensemble du territoire. Donc ce n'est pas du tout opposer Montpellier au reste du territoire, c'est donner à Montpellier ce que souhaitent les Montpelliéraines et les Montpelliérains quant au devenir de leur cité qui est une locomotive régionale. Joseph Francis, puis Philippe Sorel. Ne faisons pas la métropole comme on a fait l'Europe contre les Européens. Ce qu'il faut, c'est travailler avec harmonie, de façon à développer un centre fort pour que demain Montpellier devienne une capitale mondiale de quelques filières d'excellence. C'est le projet sur lequel nous avons travaillé et nous avons besoin d'une forte métropole pour cela. Philippe Sorel ? Oui, moi je remarque que le gouvernement socialiste a sorti des métropoles obligatoires deux villes, Brest et Montpellier. Ça montre combien nos dirigeants socialistes ont confiance en leurs représentants locaux. Jacques Demergue acquiesce. Oui, j'acquiesce parce que c'est la réalité. Montpellier est en danger quant à son devenir de métropole. Le Sénat nous a relégués au rang de Brest, commune de 140 000 habitants, Nîmes. C'est la même chose. Donc aujourd'hui, nos élus n'ont pas été assez forts pour faire entendre en haut lieu la nécessité que Montpellier devienne métropole. Et vous avez vu d'ailleurs les simulations sur l'avenir de la région. Montpellier, c'est la garantie de la persistance du Languedoc-Roussillon. Si nous ne sommes pas vigilants, il y a un réel risque de disparition de la région. C'est la raison pour laquelle cette élection-là, c'est une élection qui est vitale pour toute la région. Un mot très court, Franck Jamet. Juste très court, avec un petit peu d'humour, je rappellerai quand même que cette volonté toujours de gigantisme et de mastodonte, je veux dire, c'est les plus gros qui n'ont jamais survécu à l'évolution au cours des derniers quaternaires, donc il faut arrêter avec ça. Il faut quand même avoir une dimension qui soit pertinente. J'ajouterai une dernière chose, c'est que l'agglomération aujourd'hui, avec le nouveau règlement, avec son nouveau mode de scrutin, va aussi permettre d'avoir une représentation à la proportionnelle, ce qui va permettre d'avoir des débats, et je pense que c'est un fonctionnement qui est beaucoup plus pertinent et démocratique que celui de la métropole.
On va continuer dans les thématiques si vous le voulez bien. On a parlé d'une manière générale de développement urbain. À l'intérieur de cette thématique principale, il y a un certain nombre de données, la circulation notamment, un problème récurrent à Montpellier, la question des transports qui sera évoquée par Gilles. D'abord la circulation, toujours pas de périphérique à Montpellier, même si un déplacement de l'A9 va engendrer un morceau de périphérique, enfin va créer un morceau de périphérique. Il manque tout de même ce fameux tronçon de connexion ouest de Montpellier, au niveau de entre la 750 et la 9, dont plus personne ne parle d'ailleurs. Comment faire pour régler ce problème de circulation récurrent, Jean-Pierre Maud? Si, moi j'en parle. J'en parle, j'agis et... la connexion ouest, on n'a pas beaucoup qui en parlent pour cette municipale. Allez-y, je vous en prie. C'est pas la première fois que j'évoque le sujet, qui va se traduire par des concrétisations réelles sur le territoire. J'ai pris l'initiative de relancer effectivement le débat de l'autoroute. L'autoroute aujourd'hui, elle va être déplacée d'ici 2017. En lieu et place de l'ancienne autoroute, on va faire le boulevard urbain qui va relier l'est et l'est du territoire au sud de l'agglomération de Montpellier. Le prochain contrat de plat étant en région va permettre de faire la liaison entre Juvignac et Saint-Jean-de-Védas. C'est-à-dire avoir la bordure qui permet effectivement d'assurer la ceinture de dégagement de la circulation qui n'a rien à voir avec Montpellier. Il y a actuellement 30 à 40% des véhicules qui arrivent du secteur de l'Odève de Juvignac qui rentrent dans les faubourgs montpelliérains. Ils n'ont rien à y faire. Et ça va être évité effectivement en 2017-2018 avec la requalification de l'autoroute devenue boulevard urbain sud et la liaison et vous savez nord-sud. Que ça ne va rien régler. Vous le savez. C'est au nord qui manque de l'espace. C'est la rocade qui va permettre de dégager ce qui n'a plus à passer dans Montpellier. Ensuite, il y a effectivement ce qu'il faut corriger de la gestion actuelle de la ville de Montpellier. Un plan de circulation qui n'est pas du tout adapté. Quand vous allez le matin au Corum, que vous venez du lycée technique ou du lycée Mermoz, vous avez 7 voitures qui passent au feu rouge sous le viaduc Louba. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Il faut redonner du sens, de la fluidité dans les quartiers montpelliérains, s'appuyant sur l'équilibre des transports en commun qui transportent 330 000 personnes et les boulevards extérieurs qui vont être réalisés. Joseph Francis. Vous avez dit que personne n'en parle. En fait, vous n'avez pas reçu le programme parce qu'il va être distribué dans les jours qui viennent. Je voulais dire que ce n'est pas le premier sujet qui est évoqué. C'est le premier sujet que j'ai évoqué. On n'a toujours pas de calendrier, en tout cas. C'est le premier sujet que j'ai évoqué dès que j'ai parlé de la municipale à Montpellier. Pour nous, c'est un sujet crucial. C'est un sujet important. C'est un serpent de mer aussi. 1, simplifions le labyrinthe. 2, relions le lien. Jean-Pierre Maud vient d'en parler. Là, 750 déboule sur Montpellier. Moi, j'habite par là-bas. Et quand je vois ces camions qui se trompent pour aller à l'autoroute et qui viennent sur Montpellier, ils n'ont rien à y faire. 3, il faut construire au niveau des croisements des voies de tramway avec les voies des voitures, des passages souterrains ou des ponts. Nous avons une circulation complètement congestionnée aux heures de pointe entre 7h et 9h et entre 17h et 19h. Nous avons fait un travail avec des urbanistes et nous avons fait des simulations. 1/3 de la circulation est réglée comme cela. Nous avons d'autres mesures à mettre en place. Oui, on va régler le problème de la circulation. Ça prendra 1 mandat et demi, pas plus. Et nous allons dégager les fonds en limitant les dépenses inutiles pour qu'on puisse mettre en place ce projet utile aux Montpelliérains. Jacques Doméric. Plusieurs mesures concrètes. Premièrement, il faut rendre le centre-ville accessible. Pas uniquement au transport en commun, également à la proximité de la voiture pour que la voiture se gare dans des parkings. Il faudra donc des parkings et inverser la logique tarifaire, c'est très important. Deuxièmement, il faut réaliser des ouvrages d'art. Et je le dis pour les entreprises de BTP, il y aura beaucoup de travail à faire. Il faut faire sauter le rond-point du Corum, je suis d'accord, le Grand M, le rond-point du Château d'Eau, le rond-point de Palavas. Et ensuite, il faut aménager 2 grands axes à Montpellier. Celui du Verdançon et celui de l'avenue de la Liberté qui n'a de liberté que le nom. Voilà la réalité. Mais aujourd'hui, je termine parce que ça, c'est important. Nous sommes, nous, les Montpelliérains d'aujourd'hui, les victimes des guéguerres politiques. Parce que si aujourd'hui il n'y a pas un contournement de Montpellier par le nord, c'est une guéguerre entre Jacques Blanc à l'époque, que je connais, entre Georges Frêche et Monsieur Mou, et Monsieur Soman. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, ce sont les Montpelliérains qui sont prisonniers dans ce piège qui est la conséquence d'erreurs majeures politiques. Philippe Sorel. Non, je veux bien qu'on raconte n'importe quoi sur la ville de Montpellier, mais à un moment, il faut rester un peu réaliste. Il y a 2 contournements à faire, le contournement Est et le contournement Ouest. Ces 2 contournements ont été transférés en termes de financement par l'État au département de l'Hérault, qui, à ma connaissance, ne sont pas budgétés dans le plan pluriannuel d'investissement du département, à ce jour. Ça veut dire qu'on va doubler l'autoroute A9, mais on ne la raccorde pas au système existant. Elle va être utilisée à 1/3 de son potentiel.
Ensuite, sur le contournement nord, le RD 65, le boulevard Vincent-Auriol, a été refait par le département et le lien n'est pas encore terminé, puisqu'il y a 3 kilomètres qui ne sont pas finis. Alors, ça, ce sont des aménagements à long terme, parce qu'ils ne sont pas financés aujourd'hui dans les plans pluriannuels d'investissement des collectivités. Par contre, il est un investissement que l'on peut faire à moyen terme, mais qui représente un vrai choix politique parce que c'est cher, c'est l'aménagement de l'avenue de la Liberté, dont j'ai fait faire les études il y a quelque temps lorsque j'étais à l'urbanisme. Excusez-moi, juste un mot. Monsieur Sorel parle comme s'il n'est pas conseiller général, s'il n'est pas adjoint à l'urbanisme sortant. Enfin, n'exagérons rien quand même. Monsieur Sorel, vous n'avez jamais parlé de ça avant ces élections municipales. C'est la première fois. Vous êtes conseiller général depuis combien de temps? 4 mandats. Mais monsieur Francis... Vous étiez dans la majorité du conseil général. Mais monsieur Francis... Non mais excusez-moi, vous n'étiez pas au deuxième tour au cantonal contre moi. Ne parlez plus des cantonales, ça... Oui, mais vous êtes conseiller général. Des mauvais souvenirs. Pour les cantonales, c'est quand même extraordinaire. Il n'a pas digéré de pas être au deuxième tour. À chaque fois, il me parle comme s'il n'est pas sortant. Il était en responsabilité. Si vous aviez gagné, vous auriez pu intervenir efficacement. Absolument. La parole est à Muriel Ressiguier. Alors juste, excusez-moi d'interrompre votre combat d'ego, mais juste pour parler des déplacements sur Montpellier, justement en parlant un petit peu politique, moi je pense que c'est une erreur de réfléchir à comment faire rentrer encore plus de voitures sur Montpellier et comment on peut encore arriver à augmenter une circulation qui est déjà saturée. 7% de l'espace consacré à la voirie sur Montpellier contre 14% dans les autres villes en moyenne qui sont de taille égale à Montpellier. 70% des déplacements se font en voiture. Le déplacement moyen, c'est 2,5 km. Donc ça devrait nous faire réfléchir. Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de passer à autre chose? C'est-à-dire de réduire la place de la voiture dans Montpellier, de favoriser les transports en commun. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ce n'est pas déjà fait, ce n'est pas efficace. Pour que les gens puissent prendre les transports en commun, il faut que ce soit facile. Il faut qu'il y ait le même maillage sur le territoire de Montpellier, ce qui n'est pas le cas. Moi, je prends le bus. Je peux vous dire que sur certaines lignes, ce n'est pas la même chose que le tramway. Le tramway a une bonne qualité de service, a une bonne fréquence. Tout le monde n'a pas le tramway à côté de chez lui. Donc il faut mettre le niveau des bus à la même qualité de service que le tramway. Il faut développer les pistes cyclables et les transports doux. Il faut faire des travaux sur les trottoirs pour que les gens puissent marcher. 2 km ou 1 km, ça peut se faire à pied. Et pour ça, il faut pouvoir marcher. Il faut penser aux personnes en situation de handicap. Il faut penser aux gens qui ont des poussettes, qui ont des gamins, etc. Donc réfléchissons autrement. Moins de pollution, moins de voitures. Voilà. Essayons un petit peu, pour une fois, d'être intelligents au lieu de persister dans l'erreur et d'avoir une ville un petit peu plus agréable. Thomas Baylanguien. En fait, on parle beaucoup là de circulation sans se poser la question de pourquoi les gens viennent à Montpellier, pourquoi ils prennent leur voiture. Et pour beaucoup, en fait, doubler la 9, quelque part, ça supprimera jamais, ça déplacera un peu la circulation qui transite sur la 9 actuelle, mais ça empêchera jamais les gens qui n'ont pas les moyens de vivre sur Montpellier, qui habitent à l'extérieur et qui viennent travailler sur Montpellier. Et toute la logique de métropole, d'excellence, d'attractivité compétitive, ça va renforcer cette logique où on concentre à Montpellier à la fois la spéculation immobilière et à la fois l'activité économique. Et donc on va renforcer cet engorgement des gens qui n'ont pas les moyens de vivre sur Montpellier et qui sont obligés de prendre leur voiture pour venir. Et pendant que Montpellier se développe, mais les villes autour, elles sont en train de mourir à petit feu. Béziers est en train de se vider, et ainsi de suite. Il faut repenser un maillage de développement territorial qui soit cohérent sur l'ensemble du territoire et arrêter de grossir Montpellier et de faire le désert autour. C'est pas tout à fait vrai. Franchement, aussi. Hein. Franchement. Mais voilà, mais je répète à l'envi. Écoutez, je suis parfaitement d'accord avec votre analyse. C'est celle que je développe depuis le début de ma campagne et que j'essaie d'expliquer encore aujourd'hui. Évidemment, il y a un problème de concentration. Concentrer, ça veut dire concentration. Mais non, deux problèmes. Je rappelais en début d'émission que avant de partir dans des grands projets dans lesquels vous lancez tous, il fallait déjà aboutir ce qui n'a jamais été abouti dans cette ville. Plan de circulation, transport, etc. Par contre, moi, je pense que la voiture est un élément de liberté et que systématiquement, l'automobiliste est racketté, poursuivi, et ça va tout à fait à l'encontre de ce que nous défendons. Je note aussi que souvent, et notamment au conseil régional, ils payent à tous les étages. Ils payent le parc-mètre, plein pot, ils payent les PV, plein pot, ils payent l'essence, plein pot, parce que chaque fois... Non, mais
J'ai écouté tout le monde, j'ai pas interrompu, donc plein pot. Donc tout ça, forcément, doit s'inscrire effectivement dans un maillage peut-être, une organisation avec des plateformes multimodales évidemment, mais le tram, Madame Rességuier, n'est pas aussi pertinent. Je suis pour le tram, mais il n'est pas du tout pertinent. Moi, je le prends aussi régulièrement, je marche et je prends aussi le car. Et rien que la ligne 1, faire 40 minutes pour faire un trajet que vous faites en 20 minutes à pied, ça veut dire politique clientéliste et il n'y a pas de logique là-dedans. C'est pour ça que nous avons aussi développé, j'aimerais bien qu'on l'aborde, parce qu'on avait une vraie bonne idée, notamment sur les transports en commun, si je peux me permettre tout de suite de déboucher sur le tram, le tramway. On en parle tout de suite avec Gilles Lorfeuille. La liberté, c'est de pouvoir se déplacer, c'est pas seulement d'avoir une voiture et de rester dans sa petite bulle avec le stress et la tous les modes. Deux questions, une rapide, parce qu'effectivement, alors sur le tramway, alors la première question sur les voitures, parce que vous êtes tous en train de parler de voitures. Moi, je trouve qu'il y a un phénomène qui est tout nouveau, tout jeune, c'est la voiture électrique. Personne n'en parle. Moi, je me suis là, autour de la table, il y a 5 minutes, je n'ai personne. Mais je reviens donc sur la voiture électrique. Juste la voiture électrique. Je suis étonné, cette ville qui est partie à des sommets écologistes à travers le monde, ne soit pas encore aujourd'hui en capacité d'offrir des bornes électriques un peu de partout en ville pour pouvoir brancher des voitures. Donc ça, c'est la question que je vous pose. Est-ce que demain, la voiture électrique pourrait être quelque chose qu'on pourrait envisager dans la ville? Ça, c'est ma première question et je vais vite aller pour la deuxième. Sur le tramway. Doit-on continuer à développer le tramway qui a un coût? Ça, c'est la question que je vous pose aux uns et aux autres. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on développe le tramway, sachant que ça a un coût? Tout à l'heure, M. Sorel l'a évoqué, et ça a un coût très élevé. Et la deuxième question, toujours liée au tramway, et après, je vous laisserai répondre. Est-ce que le tramway doit être gratuit? Est-ce que la gratuité des transports peut être intéressante? Et je vous invite juste à regarder ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez 6 ans de retard, là. Aujourd'hui, même hier, il y a eu des pics de pollution un peu de partout en France. Et vous avez vu qu'il y a eu la gratuité des transports dans certaines villes. C'est pas encore, c'est ce soir. Non, à Lyon et ailleurs et à Paris hier. Et vous avez vu que le nombre de personnes qui se sont rendues dans les transports en commun ça a explosé. On a vu une courbe exponentielle. Donc ça peut donner des envies, en tout cas dans la circulation, comme vous êtes en train de dire. Alors, quelles sont vos opinions? Jacques Domergue. Non, attendez, sur le tram, moi j'ai lancé, lors de la dernière campagne, l'idée de la gratuité des transports qui était faisable. Vous ne l'avez pas relancé? Qui était faisable. Je ne l'ai pas relancé parce que la période ne s'y prête pas. C'est pas dans votre programme. C'est pas dans mon programme aujourd'hui. Mais par contre, le développement du tram est dans mon programme. Mais il ne faut pas utiliser le tram uniquement pour des raisons politiques. Vous connaissez l'histoire du parc Montcalm, tout le dossier sur le parc Montcalm. Et je veux dénoncer. Attendez, et je veux dénoncer un mensonge d'agglomération. C'est pas un mensonge d'État, ça c'est pour Taubira. Un mensonge d'agglomération. Monsieur Moreau, regardez le tracé. Le tracé du tram, ça c'est la DUP, montre bien que le tram passe entre la piscine et la maison du colonel. Or, sur le site de l'agglomération, j'ai pris le site de l'agglomération, on voit que le tram passe en dehors de la maison du colonel. Ça s'appelle un mensonge, parce qu'on veut faire croire que le tram ne va pas traverser le parc, alors qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils ont fait un accord avec les Verts, alors qu'aujourd'hui, le tram passe en plein milieu du parc et M. Moore est en train de mentir. C'est un mensonge. Ah non, c'est pas un mensonge. C'est la réalité, M. Moore. Cette question-là, et puis effectivement, sur la question générale du développement. C'est un mensonge. C'est la réalité. Les Montpelliérains l'ont vu. On va créer effectivement un parc d'un seul tenant de 23 hectares à Montcalm. La bande d'habitat qui était initialement prévue sur le secteur... C'est bien de le reconnaître. Non, mais c'est pas... C'est bien de le reconnaître. Mais c'est dit depuis un bon moment, ça. Non, depuis le début, a été supprimé sur la proposition que j'ai faite. Et le tram se passera en lisière du parc sur la bande prévue dans la DUP. Est-ce que c'est la DUP, ça, M. Moore? C'est la bande qui est prévue dans la DUP. Oui, non, c'est pas la DUP. Vous mentez. Oui, monsieur. Vous mentez, M. Moore. La DUP passe en dehors. C'est vous qui mentez. C'est vous qui mentez. Et le tram passera dans le secteur de Montcalm, 23 hectares d'un seul tenant, et il permettra également de desservir de l'habitat. Non, mais c'est important ce qu'il y a. La gratuité, parce qu'il y a un mensonge d'agglomération. Non, le développement général du tramway, c'était la question aussi. Est-ce qu'on continue le tramway? Est-ce qu'on continue effectivement le développement général du tram? Il faut quand même dire une chose basique, quoi. Le tramway, ça ne doit pas être un tortillard qui passe partout, parce que sinon... Ça l'est. Le tram, il a pour objectif d'être la colonne vertébrale. La colonne vertébrale. Apprenez à écouter, à entendre. Je vous apprendrai beaucoup de choses. Montrez-moi votre carte de tram. Le tram, il permet d'assurer... Regardez ma carte de tram. Montrez-moi votre carte de tram pour savoir si vous le prenez, le tram. Vous avez la voiture de fonction. Regardez la carte de tram. Non, moi, j'ai pas la voiture de fonction. J'ai ma voiture. Messieurs, c'est un débat à 7. On va passer la parole. On termine le propos de Jean-Pierre. Le tram, c'est tout simplement la colonne vertébrale. Il parle du tram, il le prend jamais, vous comprenez. Jacques Domergue, on laisse terminer.
ça vous gêne quand on explique les choses. Jean-Pierre Mont. Expliquez. Ouais, mais c'est pas parce que vous avez un faux sourire là que vous écoutez. On termine. Dans le tram, c'est la colonne vertébrale du système de transport. Vous savez combien ils transportent chaque jour? Oh oui. 350 000 personnes. Combien? Ah, vous avez fait des 350 000 vous avez entendu ce qu'on a dit. Mais oui, j'y suis 332 000 dedans, personnes. monsieur Moreau. J'y suis dans 332 le 000 tram. personnes. Et derrière, il y a la complémentarité avec le tram qui correspond, vous l'avez dit, les pistes cyclables, le réseau de bus qui va au fur et à mesure être ramené de la population de manière à ce qu'il y ait un arrêt de bus à 250 mètres de chaque ligne de tramway. Ensuite, il y a le lien entre le tram, l'intermodalité, et puis la voiture n'est pas dans une compétition avec le tram. Moins de voitures, mais bien sûr, la voiture sera toujours utile. C'est une complémentarité des modes de transport sur Montpellier. Le coût, parce que c'est important, on va pas Très dire n'importe très quoi. rapidement, parce qu'il faut que tout le monde en parle de ce La sujet-là. gratuité des transports en commun, mais si c'est pas l'usager, c'est le contribuable qui paye. Alors comment vous allez assurer la soudure avec moins de 10%, moins de 20%, c'est les soldes? Qui paye le Ne fameux? vous trompez pas d'élection. En 2008, vous étiez candidat à Cournonsec, moi j'étais candidat à Montpellier. Aujourd'hui, je ne parle pas de gratuité. Je ne parle pas de gratuité aujourd'hui. Joseph Francis. On va arrêter le combat de coq, on va essayer quand même d'être utile au Montpellier. Du tout. On peut être utile au Montpellierin. Vous avez parlé des véhicules électriques. Vous avez parlé des véhicules électriques. Si on veut faire circuler les véhicules électriques, il faut commencer, M. Lefebvre l'a bien dit, par mettre des bornes de charge rapide, ça s'appelle. J'ai eu la chance d'en installer depuis 6 ans en France. Malheureusement, à Montpellier, ça n'a pas été fait. Nous avons dans le programme, sous le parking des Halles des Sacs, dans le parking sous les Halles des Sacs, 250 places de parking avec des équipements en borne de charge rapide, ainsi que le nouveau parking au nord de l'Écusson que nous allons équiper en borne. On commence par cela parce que sinon on ne peut pas faire circuler les véhicules électriques. Franck Jamet. Oui, on est passé à ça de la catastrophe, c'est-à-dire où chaque fois on revient sur des sujets comme le parc Montcalm, bon, qui ne sont pas forcément, je veux dire, qui ont été des récurrences pendant toute la campagne, et on n'a pas abordé ces sujets. Moi, je voudrais quand même revenir sur une chose, Monsieur Lefebvre, pour répondre à votre question. L'électrique, c'est une bonne idée, mais c'est une idée qui n'est pas accessible à tous. Elle n'est accessible qu'à ceux qui en ont les moyens. Et ceux qui n'ont pas les moyens sont ceux... C'est du n'importe quoi. Oui, non, mais d'accord. C'est du n'importe quoi, madame. Vous ne connaissez pas le sujet. Non, je ne connais pas le sujet. Vous connaissez la vie, vous. Je suis désolé, je connais bien le sujet. Je vous ai laissé parler. Mais vous ne connaissez pas le sujet. Ne dites pas n'importe quoi. Ça, c'est son temps de parole. Jamais. Donc, ceux qui n'ont pas les moyens, effectivement, habitent à l'extérieur, prennent la voiture et payent plein pot. Je me tue et je répète, et je sais que c'est vrai parce que c'est la réalité, parce que je le vis. Bon, quand je parle du tram et du transport, moi je pense effectivement que la gratuité, elle est possible. Et ça n'est pas démagogique. Nous sommes partis d'un raisonnement clair. Tout le monde, à un moment ou à un autre, bénéficie de la gratuité. Les seniors, les jeunes, les étudiants, etc. Ceux qui payent plein pot sont ceux qui travaillent, ceux qui payent le ticket plein pot et ceux qui, par le biais de l'employeur, etc., contribuent au tramway. Donc il est normal que tout le monde en profite. Et il faut prendre le problème dans l'autre sens. Nous avons décidé, par exemple, de passer la TAM en régie. Nous pensons qu'on peut faire un tiers d'économie déjà sur la globalité. Et nous pensons aussi qu'il faut voir le problème, excusez-moi, dans l'autre sens. La gratuité, ça veut dire une irrigation du centre-ville, ça veut dire des gens qui se déplacent plus, ça veut dire une explosion de transport, etc. Ça veut dire les commerces qui consomment, qui retrouvent des clients. Ça veut dire que si le commerce... Mais laissez-moi... Non, c'est important. Si le commerce élargit son chiffre d'affaires, c'est l'assiette qui s'élargit, donc c'est des taxes supplémentaires qui vont abonder. Il manque 33 millions d'euros. Je crois que rien qu'avec la mairie, on aurait pu se payer au moins, on va dire, 6 années de gratuité totale sur le tramway. Muriel Figuier, Philippe Sorel et Thomas Balanguier. Alors, votre question sur les bornes électriques, est-ce qu'il faut aider au développement des voitures électriques? Oui, tout ce qui va contre la pollution est quelque chose de bon à prendre. Il faudrait aussi développer le système de l'autopartage en ville à Montpellier qui permet ponctuellement d'utiliser une voiture uniquement quand on en a besoin. C'est la mise en collectivité un petit peu de la voiture. Ça commence un petit peu, les gens commencent à l'utiliser, il faudrait le faire connaître, il faudrait peut-être un peu leur donner peut-être des places de parking, les aider un petit peu à se développer. C'est quelque chose qui va dans le sens de l'écologie et du partage un petit peu de l'outil de la voiture qui est un outil dont on peut à terme se passer sur une ville comme Montpellier. Est-ce qu'il faut développer le tramway davantage? Je pense qu'avant de développer davantage le tramway, il faut développer le bus pour le mettre, c'est ce que je disais tout à l'heure, même qualité de service que le tram, émailler le territoire de manière équitable. Alors toujours, c'est toujours le souci de l'équité et de l'égalité dans tous les quartiers avant de passer à construire de nouveau les trams.
et aussi tout ce qui est pistes cyclables, les trottoirs, voilà. C'est une vision de la mobilité dans sa globalité que nous on a, et pas uniquement centrée sur un mode de transport. Au niveau de la gratuité, si je peux juste finir le développement de ce que j'ai à dire, au niveau de la gratuité, nous dans le programme, on dit qu'on veut aller vers la gratuité, qu'on veut aller vers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, on ne va pas utiliser, ce sera 30%, le transport sera gratuit pour les 30% des gens qui ont les revenus les plus pauvres, et après, on augmentera. Voilà. Philippe Sorel. Ouais, sur les voitures électriques, je voudrais soutenir le projet de voitures électriques sur tout le centre qui est mené par l'association Les Voies du Palais, qui a un très beau projet de voitures électriques pour une irrigation douce de l'ensemble du centre-ville et du Nord-Écusson. Le deuxième point, ça concerne le tram. Avant de se lancer dans une formidable et très chère ligne 5, je crois qu'il faut finir ce que nous avons commencé et pas fini. La connexion à la mer, qui est un véritable scandale. Montpellier a besoin de retrouver sa connexion à ses rivages côtiers, parce qu'il y va du tourisme, il y va de l'économie de la ville. La seconde chose, c'est qu'il faut connecter à quel endroit? Carnon, Palavas? Il y a deux possibilités. Les possibilités techniques sont faisables. Il faut les étudier de façon précise et les chiffrer. Mais avant de faire une ligne 5, il faut d'abord connecter Montpellier et la mer. Il faut finir le boulevard Jeu de Paume. Et pour nous, nous militons pour le tramway à 1 € sur le titre de transport au lieu d'1,40 €, 1 €, parce que les transports sont chers à Montpellier et ils sont chers notamment pour les jeunes, pour les étudiants, pour les abonnements mensuels, pour les familles. Et nous essaierons de répondre à cette question en donnant plus de pouvoir d'achat aux Montpellier. On va finir le tour de table, Joseph-Francis. Thomas Balanguin. Oui, mais sur la mer, après vous réagirez. Le tour de table n'est pas terminé. Thomas Balanguin, et après on fera un tour de table sur la mer, sans problème. Alors remplacer les voitures actuelles par des voitures électriques, ça améliore le confort de vie indéniablement localement. Après, il ne faut pas se tromper, hein, l'électricité n'est pas une énergie non polluante. Hein, tant qu'elle est produite à 70% par le nucléaire, ce n'est pas non polluant. Et ensuite, ça ne va pas changer le problème de la circulation. C'est-à-dire qu'il y aura toujours autant d'embouteillages, même si les voitures sont électriques, il y aura toujours autant d'embouteillages. La question, ce n'est pas un débat sur pour ou contre la voiture. La question, c'est comment on incite les gens qui sont obligés de prendre leur voiture à prendre les transports en commun. Par exemple, il y a tout un tas de trajets, des gens qui viennent de l'extérieur de la ville, encore une fois, qui en transport en commun mettent 2 heures pour arriver à leur boulot, mettent 40 minutes en voiture. Là, il n'y a pas photo, ils ne prendront jamais les transports en commun. Ce qu'il faut faire, c'est mettre des parkings gratuits autour de la ville, favoriser le maillage et bien desservir l'ensemble du territoire, parce que la construction des lignes de tram à l'heure actuelle se fait au détriment du bus. En général, on construit une ligne de tram et on supprime toutes les listes de bus qui irriguaient les différents quartiers. Et donc il faut remailler le réseau, développer les lignes de bus, de manière à avoir des transports efficaces. Je vais finir quand même parce que j'ai plein de choses à dire. Oui. Et efficaces de manière à ce que les gens les prennent. Ensuite, nous, on défend effectivement la gratuité. Parce qu'on pense que c'est un fort incitatif pour que les gens prennent les transports publics. D'ailleurs, on le sait, les responsables de l'agglo le disent, on garde un transport cher, parce que sinon il y aurait trop de monde qui prendrait les transports. C'est quand même une logique un peu bizarre quand on veut faire remplacer que les gens prennent leur transport en commun plutôt que de prendre la voiture. Faut qu'on avance, non, mais je vais finir, parce que je parle pas beaucoup, moi. Si, vous parlez autant que les autres, ne vous inquiétez pas. Non, mais juste un point important, parce que tout d'un coup, on découvre que le Front National est pour la gratuité. Il ne faut quand même pas se tromper. Hein. Nous, quand on s'est battu, notamment avec le Front de gauche, sur la ville pour essayer de monter des collectifs pour le transport gratuit, il n'y avait pas le Front National. Ça fait partie de son vernis social, il ne faut pas se tromper. Il suffit de voir pourquoi le Front National descend dans la rue, pas pour les salaires, pas pour les retraites, mais contre le mariage pour tous. Et Jacques Domergue sur l'accès à la mer, et puis après on fera le tour de table. Sur la mer, moi je dis d'abord que le tram il serait à 10 € pour les jeunes et pour les plus de 65 ans. Mais sur la mer, j'ai bataillé contre M. Moore pour que Borloo conditionne la subvention d'État de 15 millions d'euros de la ligne 3 afin qu'il aille à la mer. Eh bien, ils m'ont trahi. Borloo m'a trahi avec le soutien de M. Moore et de M. Frêche à l'époque. Alors pour quelqu'un qui se dit avoir une étiquette UDI et parler de Borloo qui l'a trahi, parce que c'est l'élection de la vérité. C'est l'élection de la vérité. Jean-Pierre Moore et Joseph-Francis. Jean-Pierre Moore qui répond. Jean-Pierre Moore tout dire aujourd'hui. Jean-Pierre Moore précis. On ne peut pas dire qu'on est UDI quand on ne l'est pas, M. Francis. 2-3 points précis. Oui, mais justement, tu n'as pas à dire que tu es UDI. Le côté électrique, je propose dans le projet, c'est acté. 2 systèmes de transport en commun adaptés, électriques, dans la partie sud et nord de l'Écusson. Rue Saint-Guyen, rue Foch, Arceau, Coureau, et on remonte. Non Comment Comme à San Francisco.
Je ne sais pas si ça va nous, ça sera à Montpellier. Vous n'êtes pas allé à San Partie Francisco? nord. Je connaissais Partie pas nord. San Francisco. Rapidement, parce que moins de le temps dépenses avance, à on va l'extérieur. arriver aux conclusions. Deuxième partie, même chose, c'est pour la partie liée au Hall-les-Sacs, Comédie, rue des Étuves, Gambetta, Ne détaillez pas tout parce qu'on va pas s'en Ensuite, sortir. je ne peux pas laisser entendre passer l'ineptie de M. Sorel par rapport au fait qu'on doit arrêter la ligne 5 et amener le transport à la mer. À la mer, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème financier, c'est un problème administratif qui fait qu'effectivement, par rapport... Mais vous ne connaissez pas tellement le dossier. C'est-à-dire que le financement de la ligne 5... 15 millions d'euros accordés le l'État. financement de... Mais il ne laisse pas parler les gens. Allez, Je dis la vérité. Le financement de la ligne 5, il faut il a conclure. été accordé sous réserve que les collectivités participent au financement. Nous, on est prêts. Il faut que l'État de l'Or également Il nous rentre dans reste ce 5 schéma-là. minutes, oui, 5 minutes de débat. On va passer la parole. Quant à la ligne 5, Très rapidement. oui, ça n'empêchera pas le financement. Très rapidement. Quant à la ligne 5, elle est actée et la partie du tronçon qu'évoque M. Sorel, elle est intégrée à la ligne 5 et elle va être bouclée en priorité Joseph Francis. d'ici 2016. Joseph Francis. Bien, c'est la ligne 4. Rapidement, Joseph Francis, il nous reste Non, 5 minutes c'est avant les c'est la conclusions. C'est la fin de la ligne 4 Rapidement, qui rapidement. est intégrée dans le Non, mais financement si de la vous ligne voulez bien, 5. mais Il faut connaître les dossiers, monsieur. Allez, on passe la parole. bien. On passe la parole. Rapidement, nous avons décidé et acté dans notre projet de sanctuariser le parc Montcalm et de transférer la ligne 5, changer le tracé. Deuxièmement, nous avons discuté avec les syndicats des étudiants. 20 € par mois et 150 € par an, c'est leur demande. Arrêtons de faire de la surenchère. Trop cher. C'est leur demande. Ensuite, ce que nous voulons, c'est que les employés municipaux payent leur parking. Eh bien, nous voulons que leur parking soit gratuit parce que je pense que c'est inacceptable que les employés municipaux payent pour aller travailler leur parking. Philippe Sorel et puis Muriel Rifiguier. Je suis Rapidement. contre la bétonisation du parc Montcalm. J'ai voté contre le trajet en conseil d'agglo. Et ceux qui diront le contraire, je les attaquerai en diffamation. Muriel Rifiguier. Sérieux, là, hein. Alors, juste pour dire que pour nous, la vraie égalité et la vraie justice sociale, je pense à la gratuité, c'est de donner accès à ceux qui en ont le plus besoin. Et je pense que le tramway à 1 €, c'est pas égalitaire, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas les payer, les 1 €, il y en a qui peuvent vraiment les payer. Mettre le même tarif pour tous, c'est pas ça l'égalité. Je vous donne un exemple tout bête. Vous mettez, par exemple, vous décidez que vous allez mettre la carte gratuite pour ceux qui ont plus de 65 ans, et vous allez avoir des gens qui n'ont pas du tout les mêmes revenus. Il y en a qui ont le minimum vieillesse et il y en a qui ont 8 fois le minimum vieillesse. Voilà, donc il faut faire attention à ça. La justice sociale et l'égalité, c'est pas le même prix pour tous. Franck Jamet, très rapidement parce qu'on arrive aux conclusions. Oui, juste une chose, puisque c'est un sujet sur lequel je suis qui me tient à cœur. Oui, c'est beau ce que vous dites, Madame Ressiguier. Je suppose que, en tout cas, j'aimerais bien vous renvoyer à un grand livre que j'ai lu il y a quelque temps de ça, qui s'appelle L'espoir de Malraux, qui parle d'ailleurs de la... Voilà. Eh bien, il y a une grande phrase où quelqu'un lui demande à l'un d'eux, qu'est-ce que c'est que le contraire de l'humiliation? Il y en a un qui dit c'est l'égalité, et l'autre lui dit non, c'est pas l'égalité, c'est la fraternité. C'est sur ce thème-là que je pense que nous devons travailler en tant que politique. On arrive aux conclusions. Je vais vous laisser 30 Égalité, secondes, fraternité. 30 secondes Aussi. pour chacun pour conclure face caméra ou comme vous le souhaitez. On commence par Thomas Balanguien. 30 secondes. Voter pour la liste Montpellier social, écologiste et solidaire, c'est d'abord voter contre la droite et l'extrême droite pour surtout ne pas se tromper de colère. C'est ensuite défendre un projet alternatif à l'urbanisme tel qu'on nous le décrit d'une ville entrepreneuriale. C'est lutter contre la déclinaison locale des politiques libérales, des pseudo-socialistes actuels. C'est aussi avoir une autre conception de la politique, c'est se faire la politique par nous-mêmes, de développer un projet d'une ville pour ses habitants et par ses habitants, et de prendre nos affaires en main. Jacques Domergue. Mesdames, Messieurs, le 30 mars prochain, le 23 et 30 mars prochain, vous allez élire votre nouveau maire. C'est un moment historique. Ça fait 37 ans que ce sont les mêmes qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, la ville est à l'agonie. La ville est en décroissance. La ville a perdu en qualité de vie. Le Montpellier que nous aimons n'existe plus. Vous avez une occasion exceptionnelle de vous emparer de cette élection, voter utile dès le premier tour et oser le changement dès le second. Philippe Sorel. Il faut pour Montpellier une vraie démocratie et une gouvernance partagée, un maire à temps plein à la ville, un président à la métropole ou une présidente qui s'occupe à temps plein de la métropole. C'est une façon transparente et partagée et courageuse aussi d'administrer le pouvoir local.
nous sommes sur cette ligne. Montpellier, c'est vous. C'est une liste citoyenne écologiste. France Jamais. Eh bien, je dirais que aujourd'hui, on parle de local. Il ne faut quand même pas oublier que tous ceux qui sont autour de cette table ne sont pas forcément vierges et qu'il y a une politique nationale qui nous a menés dans la situation où nous en sommes. Aujourd'hui, chaque euro compte. En national, c'est la crise. En local, on dépense à tout va. Je regrette que nous n'ayons pas abordé la sécurité, la fiscalité, qui sont aussi des sujets prégnants. Et sur ces sujets-là, nous avons des propositions et des engagements fermes que nous nous engageons à tenir, qui iront dans le bon sens. Joseph Francis. Mesdames et messieurs, tout le long de cette campagne, je vous ai écouté, je vous ai observé et j'ai compris que vous êtes totalement en déconnexion par rapport à ces projets politiques que vous avez écoutés encore aujourd'hui. Nous avons une liste construite de gens qui vous ressemblent, des gens qui viennent de la société civile. J'ai été chef d'entreprise, j'ai décidé de consacrer ma vie à la politique pour apporter de l'oxygène à la vie politique. Ne vous trompez pas, le 23 mars, votez autrement. Jean-Pierre Moore. Mais moi, mesdames et messieurs, je souhaite et je vous propose une ville à disposition des Montpelliéraines et des Montpelliérains, et non pas l'inverse. Je veux une ville juste, solidaire, une ville où on pourra s'épanouir. Mais il faut également une ville sérieusement gérée, qui donne un cap, qui assure à l'ensemble des Montpelliéraines et Montpelliéraines, dans leur diversité, le service qu'ils attendent et que j'ai eu l'occasion d'apprécier tout au long de ces rencontres ces derniers mois. Muriel Rasquillier. Alors le Front de gauche vous propose un projet de ville et une alternative réellement à gauche, une ville recentrée sur l'humain, recentrée sur les besoins et les aspirations des Montpelliérains, et un projet construit avec vous, une ville sereine, solidaire, où la justice sociale a toute sa place. Et il ne faut pas vous tromper, je vois que beaucoup de gens reprennent nos valeurs et même des bouts de nos programmes. Moi je leur dis, prenez l'original, pas les copies. Voilà. Merci à tous d'avoir participé à ce débat pour Montpellier, ce grand débat de premier tour. Merci à Midi Libre et à Gilles Lefebvre. Très bonne soirée sur TV Sud.